Donc, chapitre 1, rappel et complément mathématique. Donc, dans le calcul, dans la partie calcul vectoriel. Donc, commençons par quelques notions de vecteur, définition et rappel. Donc, comme définition, un vecteur, c'est tout être physique défini par 3 paramètres, tels que la direction, voilà la direction, ce qui disait bien sûr le support du vecteur, et le sens qui disait bien sûr l'orientation du vecteur, voilà le sens, et le module qui disait bien sûr la grandeur du vecteur, c'est-à-dire la distance AB ou bien le module de V. D'accord? Donc, quelques différentes catégories de vecteurs. Donc, l'égalité V qui est égale à V' n'a pas la même signification suivant la catégorie de vecteurs utilisée. Donc, première catégorie de vecteurs, c'est les vecteurs liés. C'est un vecteur noté AV, dont l'origine A, c'est-à-dire le point d'application du vecteur, est défini sur le support delta. Donc, prenons comme exemple l'exemple le poids d'un corps A, P, c'est-à-dire le poids P, est lié bien sûr à son centre de gravité, c'est-à-dire toujours on représente P à partir de son centre de gravité. C'est-à-dire dans ce cas, on dit que le vecteur le poids est lié à son centre de gravité, c'est-à-dire que le poids P est un vecteur qui est lié. Donc, autre catégorie de vecteurs, c'est les vecteurs glissants. C'est un vecteur V dont on définit le support delta. Voilà V. Et voilà le support delta. D'accord? Donc, le sens et le modèle sont pas d'application n'étant pas définis, c'est-à-dire le point d'application de V il est différent de V', même si V est égal à V'. Ou bien équivalent à V', c'est-à-dire la mesure de V est égale à la mesure de V'. Toutes les vecteurs situés sur le support delta ayant le même module et même sens que V sont équivalents. Voilà. Donc, dans ce cas, on définit ce qu'on appelle le vecteur glissant. Donc, comme exemple, la tension T d'un fil inextensible de masse négligeable se transmet de proche en proche le long des fils et est représenté par un glisseur. Voilà un exemple d'un vecteur glissant. Autre catégorie, c'est les vecteurs libres. Ce sont des vecteurs libres qui possèdent le même modèle, le même sens et dont les supports sont parallèles. Voilà, même sens, même modèle, mais les supports sont parallèles. Dans ce cas, on dit que V1 est égal à V2 est égal à V3, mais n'ont pas les mêmes points d'application. D'accord? Donc V1 est égal à V2 est égal à V3, on parle des vecteurs qui sont égaux. L'exemple, c'est la gravitation, ou bien l'accélération gravitationnelle, ou bien le champ de pesanteur G, qui est localement et au voisinage de la surface de Terre, un champ qui est uniforme, c'est-à-dire on peut représenter en n'importe quel point au voisinage de la Terre. Donc, dans ce cas, on parle d'un vecteur qui est libre. On peut le représenter en n'importe quel point aux alentours de la Terre. Donc, le vecteur unitaire associé à un vecteur, donc comme définition, on appelle vecteur unitaire U associé au vecteur V, le vecteur E qui est égal à le vecteur V divisé par son modèle. Donc, ici, le vecteur unitaire de V. Donc, son modèle U qui est égal à 1, son support est à la droite delta et son sens est celui de V. Bien sûr, il suffit de calculer le produit scalaire de E scalaire E pour trouver qu'il est égal à 1. Donc, la projection orthogonale sur un axe, soit un vecteur V dans l'espace et une droite D, faisant un angle alpha avec V. La projection algébrique de V sur la droite D et le scalaire projection V
c'est le scalaire AH. La projection de V est égale à AH, qui est égal à bien sûr le module de V fois le cosinus de alpha. Donc AH c'est V fois le cosinus de alpha, ce qu'on appelle la projection du vecteur V. Donc on peut écrire la projection vectorielle de V sur D par l'expression suivante. Donc la projection de V qui est égale à AH est égale à le modèle de V fois le cosinus de alpha fois le vecteur unitaire W de la droite D ou bien du vecteur AH avec W est un vecteur unitaire sur D. Voilà. Donc la composante d'un vecteur dans un repère orthonormé. Donc seulement quelques notions ici sur les vecteurs, sur le calcul vectoriel. Donc le repère orthonormé est représenté par trois axes OX, OY, OZ perpendiculaires 2 à 2 munis de trois vecteurs unitaires respectivement. Donc le repère orthonormé est représenté par les trois axes OX, OY, OZ perpendiculaires 2 à 2 munis de trois vecteurs unitaires respectivement et J et K. Voilà le vecteur V, les abscisses X, Y, Z. On peut l'écrire comme ça. Donc les composantes de V sont les projections orthogonales X, Y, Z sur trois axes respectivement. Donc voilà V, je la projette selon sur le plan OX, Y pour trouver bien sûr l'abscisse X et l'ordonnée Y, et je projette par la suite selon l'axe des Z pour trouver Z. Voilà, je peux l'écrire comme ça, V de coordonnées X, Y, Z dans la base EJ, K, et je peux l'écrire aussi V est égal à XI plus YG plus Z plus ZK. Le modèle de E qui est égal à bien sûr V est égal à le modèle de V est égal à racine carrée de X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Je peux la déterminer, le déterminer par V scalaire V pour trouver cette expression-ci. D'accord? Donc la composante d'un vecteur dans un repère orthonormé. Voilà, vecteur V. Donc, les composantes X est égal à V cosinus de alpha. D'un vecteur, donc, V. Les composantes, c'est donc, Vx ou bien V, donc, ou bien X. Donc, X est égal à V cosinus de alpha. C'est l'angle entre E et V. Y, V cosinus de bêta. Et Z, c'est V cosinus de gamma. Voilà. Avec alpha, c'est l'angle entre E et V. Bêta, l'angle entre J et V. Et gamma, c'est l'angle entre K et V. K et V. On appelle cosinus alpha, cosinus bêta et cosinus gamma les cosinus directeurs du vecteur de V dans le repère O et J, K. Donc, les composants du vecteur unitaire de V et noté I sont. Donc, ici, le est égal à V divisé par son modèle. Je peux l'écrire comme ça. Qui est égal à bien sûr X sur V et plus Y sur V, G plus Z sur V, K. Donc, X sur V c'est cosinus de alpha. Y sur V c'est cosinus de bêta. Et Z sur V c'est cosinus de gamma. Donc, les cosinus directeurs de V sont les composants de son vecteur unitaire qui est le modèle de I. Du vecteur unitaire est égal à 1. Donc, je peux écrire cosinus au carré de alpha plus cosinus au carré de bêta plus cosinus au carré de gamma est égal à 1. Il suffit bien sûr de calculer ici I scalaire. Donc, les opérations sur les vecteurs, addition de deux vecteurs. Donc, soit V1 et V2, deux vecteurs dans l'espace bien sûr. Donc, la somme de ces deux vecteurs, bien sûr, on va utiliser soit la relation de Charles, c'est-à-dire j'ai fait une translation de V2 vers, c'est-à-dire l'origine de V2 vers sera coincée avec V1. Et j'ai effectué la somme en utilisant bien sûr la relation de Charles, ou bien ce qu'on appelle la méthode de triangle. Donc AB, V1 c'est AB,
V2 c'est BC. Donc V1 plus V2 est égal à AB plus BC qui est égal bien sûr à AC. Ou bien on va utiliser bien sûr la méthode de parallélogramme. Donc V1, V2, j'ai dressé, ou bien je dresse le parallélogramme et bien sûr le premier diagonale représente bien sûr la somme de V1 plus V2 comme vous avez déjà vu au terminal, bien sûr. Alors la somme des vecteurs, ce qu'on appelle polygone de Varinon. Donc, un point soumis à plusieurs forces, par exemple, voilà, quelques forces, par exemple, ces 4 forces exercées sur ce point. Donc, comment je calcule la somme de ces vecteurs, bien sûr, en utilisant la relation géométrique, bien sûr, ou bien la méthode géométrique. On place les forces bout à bout, c'est-à-dire, j'ajoute les forces bout à bout. C'est-à-dire, si je commence par le noir, par exemple, comme premier vecteur, je translate le bleu ici, c'est-à-dire l'origine vers l'extrémité du vecteur noir, et par la suite, j'ai fait la translation du vecteur vert, voilà, vers à partir de l'extrémité des bleus, et ainsi de suite, et j'ai effectué la somme. Donc, vecteur noir plus bleu plus vert plus rouge, bien sûr, elle va nous donner la résultante des forces qui est ça, à partir de l'origine de première force qui est le noir vers l'extrémité de la dernière force qui est le rouge. Donc la force résultante est le vecteur allant du point d'origine à la pointe de la dernière flèche. Voilà. À noter que l'ordre dans lequel on place les forces bout à bout n'a pas d'importance. C'est-à-dire, je commence par n'importe quel vecteur et je trouve le même résultat. Je trouve la même résultante de force FR. Par exemple, au lieu de commencer par le noir, je commence par le bleu, puis le vert, puis le rouge, vert et par la suite le noir. Je trouve la même résultante de force qui est le noir FR. Voilà. D'accord. Donc, on peut essayer d'utiliser les expressions analytiques de la somme vectorielle, soit par exemple V1, V2, deux vecteurs dans l'espace. Bien sûr, la première V1 s'écrit sous cette forme dans la base, par exemple, qui est orthonormée et GK. Donc, V1 c'est X1U. V1G et Z1K. V2 s'écrit sous la forme X2I plus Y2G plus Z2K. Alors, V1 plus V2 n'est autre que la somme des différentes coordonnées selon I, G et K qui s'écrit sous cette forme qui est linéaire ou bien sous cette forme qui est matricielle. Donc, V1 plus V2 c'est les coordonnées, voilà, c'est X1 plus X2 selon I, Y1 plus Y2 selon G et Z1 plus Z2 selon K. Donc, pour plusieurs vecteurs, c'est la même chose. Par exemple, ici, la somme des V alpha vecteurs est égale à la somme de X alpha selon I, plus la somme de Y alpha selon J, plus la somme de Z alpha selon K. Voilà la sommation, ou bien l'expression analytique d'un ensemble de vecteurs, ou bien de plusieurs vecteurs dans l'espace. Quelques propriétés de la somme vectorielle, soit V1, V2, V3 des vecteurs et lambda et mi sont des scalaires. On a alors la sommation, il va vérifier bien sûr la commutativité, la loi de commutativité, c'est-à-dire V1 plus V2 est égal à V2 plus V1. Aussi, la loi d'associativité aussi pour la sommation est vérifiée, c'est-à-dire que V1 plus, entre parenthèses, V2 plus V3 est égal à V1 plus V2, entre parenthèses, plus V3. Voilà. Et aussi, la loi d'associativité pour la multiplication. Donc, lambda mi fois V1 est égal à lambda mi fois V1 est égal à lambda, est égal à mi fois lambda fois V1. Voilà, toutes ces critères est possible. Alors, la loi de distributivité par rapport à un vecteur. Donc, lambda plus mi V1, donc,
de nombre réel ou bien de scalaire, entre parenthèses fois V1 est égal à, donc est égal à lambda V1 plus mi V1. Alors, la distributivité, la loi de distributivité par rapport à la somme vectorielle. Donc, lambda V1 plus V2 est égal à lambda V1 plus lambda V2. Voilà, c'est comme dans l'ensemble des nombres réels. D'accord? Donc, V1 plus V plus un vecteur nil est égal à V1, c'est-à-dire il existe un élément neutre qui est le vecteur neutre, qui est le vecteur nil. La remarque, d'une manière générale, bien sûr, le module de V1 plus V2 est généralement différent de V1 plus V plus V2. Alors, la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, soit lambda appartenant à R et V appartenant à l'espace 3 dimensions, alors V' égal à lambda V représente un vecteur appartenant à E3 tel que son modèle est V', V' est égal à lambda, la valeur absolue de lambda fois V, son sens est celui de V, bien sûr, et son sens est celui de V si lambda est supérieur à 0 est opposé à celui de V si lambda est inférieur à 0. Alors, on peut alors définir quelques cas particuliers, la dernière. Donc, deux vecteurs égaux, c'est-à-dire V' est égal à V si lambda est égal à 1. Et les deux vecteurs sont opposés, c'est-à-dire V' est égal à moins V si lambda est égal à moins 1. Et si V' est égal à 0, alors lambda est égal à 0, ou bien V est égal à vecteur nil. Donc, produit scalaire. Donc, comme définition, le produit scalaire de deux vecteurs est le produit des modèles par le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Donc, le produit scalaire, c'est le produit des modèles fois le cosinus de l'angle formé comprise entre les deux vecteurs. Donc, autrement dit, soit deux vecteurs V1 et V2, le nombre réel V1.V2 est appelé produit scalaire défini comme suit. Donc, V1 scalaire V2 est égal au modèle de V1 fois le modèle de V2 fois le cosinus comprise entre l'angle comprise entre V1 et V2. Voilà, V1, V2, l'angle comprise entre V1 et V2. Donc, on peut constater facilement que V1 scalaire V2 est égal à 1 demi. V1, modèle de V1 plus V2 au carré, moins le modèle de V1 au carré, moins le modèle de V2 au carré. C'est très simple à vérifier. Il suffit de développer cette expression-ci. Voilà. Donc, comme cas particulier, si V1 est égal à 0 ou V2 est égal à 0, alors le produit scalaire V1 scalaire V2 est égal à 0. Et si V1 différent de 0 et V2 différent de 0, alors si on a V1 perpendiculaire à V2, c'est-à-dire que l'angle compris entre V1 et V2 est égal à P sur 2. Et dans ce cas, le cosinus de P sur 2 est égal à 0 et par conséquent, V1 scalaire V2 est égal à 0. Si V1 parallèle à V2, donc l'angle compris entre V1 et V2 est égal à 0, donc cosinus de 0 est égal à 1, et par conséquent, le produit scalaire de V1 fois le scalaire V2 est égal à le modèle de V1 fois le modèle de V2. Voilà. Si V1 est égal à V2, alors le produit scalaire de V1 scalaire V2 est égal à V1 scalaire V1 est égal à V1 au carré. Donc c'est évident. Donc c'est égal au modèle de V1 fois le modèle de V2 tant que l'angle entre V1 et V1, donc c'est cosinus de 0 est égal à 1. Et par conséquent, V1 comme vecteur au carré est égal au modèle de V1 au carré. Donc toujours dans le cas de produit scalaire, dans notre partie qui est le produit scalaire, donc V1 scalaire V2 est égal à V1, V2 cosinus V1, V2 qui est égal à V1, le modèle de V1 fois le modèle de V2 fois cosinus de θ, tel que θ comprise bien entre 0 et P. Donc on distingue trois cas. Le cas où l'angle il est inférieur, compris entre 0 et P sur 2. Dans ce cas, le produit scalaire il est positif. Lorsque l'angle θ est égal à P sur 2, dans ce cas, V1 scalaire V2 est égal à 0, donc le cosinus de P sur 2 est égal à 0. Alors, lorsque θ est compris entre P sur 2 et P, dans ce cas, le produit scalaire il est négatif.
Quelques propriétés de produits scalaires. La commutativité, bien sûr, est vérifiée, c'est très évident. Donc, V1 scalaire V2 est égal à V2 scalaire V1. Et la distributivité aussi par rapport à la somme vectorielle aussi est vérifiable. Donc, U scalaire V1 plus V2 est égal à U scalaire V1 plus U scalaire V2. L'associativité par rapport à la multiplication par un nombre réel lambda aussi. Lambda fois V1 scalaire V2 est égal à lambda V1 scalaire V2 est égal à lambda 1 scalaire lambda V2. Donc, c'est l'associativité par rapport à la multiplication par un nombre réel lambda. Alors, le produit scalaire n'est pas associatif, bien sûr, par rapport à un vecteur. Donc, V1 fois V2 scalaire V3, il est différent de V1 scalaire V2 fois V3. Donc, V1, V2 scalaire V3 est un nombre, noté par exemple lambda. Alors, V1 scalaire V2 est un nombre, noté par exemple lambda'. Donc, bien sûr, V2 scalaire V3, il est différent de V1 scalaire V2. Et par conséquent, V1 fois lambda est différent de lambda' fois le vecteur V3. Donc, le produit scalaire n'est pas associatif par rapport à un vecteur. La multiplicité par rapport à un réel, donc notons par exemple deux réels lambda 1 et lambda et mi et deux vecteurs V1 V2, donc dans ce cas, bien sûr, pardon, donc ici ça c'est lambda, donc ça c'est lambda, ok. Donc la multiplicité, voilà, la multiplicité par un réel, lambda V1 scalaire mi V2 est égal à lambda mi V1 scalaire V2 est égal à lambda mi V2 scalaire V1 d'après bien sûr la propriété précédente. Alors, autre propriété, les identités remarquables. Quels que soient bien sûr les vecteurs V1, V2, on peut écrire les identités remarquables. Donc, le modèle de V1 plus V2 au carré est égal au modèle de V1 au carré plus 2 V1 scalaire V2 plus V2 au carré, c'est évident. Alors, le modèle de V1 moins V2 au carré est égal au modèle de V1 au carré moins 2 V1 scalaire V2 plus V2 au carré. Et V1 plus V2 scalaire V1 moins V2 est égal à V1 au carré moins V2 au carré. Voilà les identités remarquables. Aussi, on peut l'écrire par analogue à ce que nous avons vu dans les nombres réels. Oh. Alors, vecteurs unitaires orthogonaux. Donc, qu'est-ce que signifie un vecteur unitaire orthonormé obtient orthogonal? Donc, soit une base orthonormée IJK, voilà, IJK. Dans ce cas, la base elle est orthonormée et on peut écrire E scalaire G est égal à G scalaire est égal à 0. Donc, IJ et K sont orthogonales 2 à 2. Alors, de même, GK est égal à KG est égal à 0, EK est égal à EK est égal à 0. Les vecteurs sont ortho. Dans ce cas, on dit, si ces conditions sont vérifiées, on dit que les vecteurs sont orthogonaux. De même, tant que E, G, K sont des vecteurs unitaires, donc E scalaire est égal à E au carré comme modèle est égal à 1, G scalaire G est égal au modèle de G au carré est égal à 1, et K scalaire K est égal à le module de K au carré est égal à 1. Dans ce cas, on dit que les vecteurs sont normés. Dans ce cas, si deux conditions est vérifiable, on dit que la base EGK est orthonormée. Orthonormée. Ortho, c'est-à-dire le produit scalaire entre les vecteurs unitaires est égal à 0. Et normé, c'est-à-dire les normes des vecteurs unitaires est égal à 1. Expression analytique des produits scalaires dans une base orthonormée. Dans une base orthonormée EGK, le produit scalaire des deux vecteurs V1 et V2 s'écrit sous cette forme V1 scalaire V2. On peut l'écrire sous cette forme, d'accord, et en développant bien sûr selon les différents termes de
selon les différentes composantes de V1 et V2, on trouve cette expression-ci. Et tant que la base elle est orthonormée, donc EJ est égal à 0, EK est égal à 0, JK est égal à 0, et JK aussi est égal à 0, KI est égal à 0, KJ est égal à 0, il reste seulement le premier terme qui est égal à 1, donc X1, X2, plus Y1, Y2, plus Z1, Z2. Donc V1 scalaire V2 analytiquement est égal à X1, X2, plus Y1, Y2, plus Z1, Z2. Dans le repère orthonormé, bien sûr, on a déjà discuté ces deux conditions dans le cas où le repère est orthonormé. Voilà l'expression analytique de produit scalaire dans une base orthonormée. On peut aussi calculer le cosinus de θ à partir de ces expressions. Donc, le cosinus de θ, l'angle compris entre V1 et V2, donc le produit scalaire V1 scalaire V2 divisé par le modèle de V1 fois le modèle de V2. On peut l'écrire aussi analytiquement. Donc, V1 scalaire V2 est égal à X1, X2, plus Y1, Y2, plus Z1, Z2. Et V1 comme modèle fois le modèle de V2 est égal à cette expression fois cette expression-ci. Voilà comment déterminer bien sûr le cosinus de θ. La composante d'un vecteur V, c'est V est égal à X1 US plus YA J plus Z1K. Alors, si j'effectue une projection de cette expression selon IJK, on peut trouver facilement X est égal à V scalaire E. Donc, si je projette ici selon I, donc V scalaire E est égal à seulement X. Les autres sont 0. De même, Y est égal à V scalaire G. Et Z est égal à V scalaire K. Voilà. Donc, je peux écrire l'expression de vecteur V. Du vecteur V, donc V scalaire E fois I, plus V scalaire G fois G, plus V scalaire K fois K. Quelques remarques. Comme V1, V2 est égal à V1 fois V2 cosinus de alpha, on peut calculer l'angle compris entre les deux vecteurs. Donc voilà, cosinus de phi, c'est la même expression, seulement ça c'est une répétition. D'accord, donc les conditions d'orthogonalité que nous avons déjà discutées, donc V1 perpendiculaire à V2, voilà. L'expression analytique est égale à 0, c'est-à-dire x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2 est égal à 0. Donc la composante d'un vecteur, c'est v est égal à xi plus yj plus zk, alors x est égal à cette expression vi, y est égal à vg, c'est une répétition ça, hein? Donc i, z est égal à v scalaire k. Donc v s'écrit sous cette forme, v scalaire E fois I, V scalaire G fois G, et V scalaire K fois K. L'expression du cosinus directeur, cosinus de alpha est égal à X sur V, qui est égal à XI sur V. Cosinus de bêta est égal à Y sur V, donc c'est V scalaire G sur V. Et cosinus de gamma, c'est Z sur V, qui est égal à V scalaire K sur V. Voilà. Donc, quelques applications, si I est le vecteur non nul, et V un vecteur quelconque, on a I scalaire V est égal à I scalaire V', où V' est le projeté, c'est-à-dire la projection orthogonale de V sur I. Donc c'est très simple à vérifier. Alors, la projection orthogonale d'un vecteur V sur un axe delta, donc la projection de V sur l'axe delta, soit I un vecteur unitaire de l'axe delta, I est égal à 1, c'est le vecteur unitaire, le modèle, donc est égal à 1. La projection de V sur l'axe delta et la projection de V c'est Mn qui est égal à V scalaire E, qui est égal à V cosinus de phi. Voilà. Et la projection orthogonale vectorielle vérifie alors Mn est égal à la projection de delta fois V est égal à V cosinus de phi selon le vecteur unitaire E. Donc, autre application, la relation générale entre les côtés d'un triangle. Donc, si on a AB est égal à AC plus CB, tel que C, voilà C, vecteur C c'est AB, vecteur A c'est B, c'est CB, et B c'est AC. Donc, si j'enlève au carré, donc C au carré est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB cosinus
de longueur comprise entre AC et CB. Donc, c'est cet angle-ci, c'est P moins gamma. D'accord? Donc, je peux l'écrire sous cette forme, C au carré égale A au carré, plus P au carré moins 2AB cosinus de gamma. Cas particulier, gamma est égal à 80, on peut utiliser, retrouver la relation de Pythagore. Donc, C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Donc, le produit vectoriel, donc, comme définition, on appelle produit vectoriel de deux vecteurs, V1 et V2. C'est un vecteur noté par convention V1 vectoriel V2 perpendiculaire au plan qu'il constitue. Donc, parmi les caractéristiques, bien sûr, de ce produit vectoriel, notez par exemple W qui est égal à V1 vectoriel V2. Donc, bien sûr, il faut trouver, bien sûr, les caractéristiques d'un vecteur. La première, c'est la direction. La direction du vecteur V1 vectoriel V2, donc V1 vectoriel V2, il est perpendiculaire au plan formé par le vecteur V1 et V2. Donc, V1 vectoriel V2, il est toujours perpendiculaire au plan formé par V1, V2. Et bien sûr, le sens du vecteur V1 vectoriel V2 est tel que le trièdre V1, V2 et V1 vectoriel V3 est un trièdre qui est direct. On peut bien sûr la déterminer en utilisant la règle de la main droite ou bien la règle de Terboch. Le modèle, donc le modèle, c'est le modèle de V1 vectoriel V2 est égal à le modèle de V1 fois le modèle de V2 fois sinus l'angle comprise entre bien sûr les vecteurs V1 et V2. Voilà. Donc, l'orientation du produit vectoriel est donnée par la règle de Terbochon, comme j'ai dit, ou bien la règle de la main droite. La règle de la main droite, voilà. La règle de Terbochon, ou bien la règle de la main droite, comme vous avez déjà vu, bien sûr, au terminal. Maintenant, à quoi est égal le modèle de... Qu'est-ce qui représente le produit vectoriel, ou bien le modèle de produit vectoriel W? Donc, qui est égal à V1, le modèle de V1 fois le modèle de V2 fois sinus de θ qui est compris entre V1 et V2. Donc, c'est égal à V1 avec V2 sinus V2 sinus de θ, V2 sinus de θ est égal à cette distance-ci qui est notée par exemple SCH. Donc, je remplace ici V2 sinus de θ par H. Donc, le modèle de W est égal à V1 est égal à V1 fois H, bien sûr, qui représente bien sûr la surface d'un parallélepipède. Pardon, d'un parallélogramme, la surface d'un parallélogramme, bien sûr, formé par les deux vecteurs V1, V2. Et l'aire de triangle ABC, c'est quoi? C'est la moitié de la surface de parallélogramme qui est égal à bien sûr le modèle de AB vectoriel AC, c'est-à-dire V1 vectoriel V2 comme modèle divisé par 2. Donc le produit vectoriel, parmi les propriétés, bien sûr, l'anticommutativité, bien sûr. Vous avez déjà vu que V1 vectoriel V2 est égal à moins V2 vectoriel V1. La distributivité par rapport à la somme vectorielle, donc V1 vectoriel V2 plus V3 est égal à V1 vectoriel V2 plus V1 vectoriel V3. Et l'associativité par rapport à la multiplication par un nombre réel, donc lambda, quel que soit lambda appartenant à R, donc lambda fois V1 vectoriel V2 est égal à lambda V1 vectoriel V2 qui est égal à aussi V1 vectoriel lambda V2. Non associative, donc V1 vectoriel V2 vectoriel V3, il est différent de V1 vectoriel V2 vectoriel V3. D'accord? Donc, parmi bien sûr les propriétés, la condition de parallélisme. Donc, si V1 vectoriel V2 est égal à vecteur nil, avec V1 différent de 0 et V2 différent de 0, bien sûr, dans ce cas, on dit que V1 et V2 sont parallèles ou bien collinéaires. Donc, l'expression analytique pour calculer le produit vectoriel de deux vecteurs, soit deux vecteurs V1 de coordonnées x1, y1, z1 et v2 de coordonnées x2, y2, z2 contenus dans l'espace et gk et une base quelconque, par exemple.
Donc, V1 vectoriel V2 s'écrit sous cette forme x1i plus y1j plus z1k vectoriel x2i plus y2j plus z2k. Donc, est égal à x1 x2i vectoriel i fois x plus x1 y2i x1 y2i vectoriel i vectoriel j plus x1 z bien sûr i vectoriel k plus, donc je développe selon y1g, donc c'est y1 y2g vectoriel pardon, ici c'est y1 x2 g vectoriel e. Donc ça c'est un développement, c'est très facile à développer bien sûr en utilisant bien sûr les coordonnées pour trouver bien sûr l'expression analytique. Donc si je considère que cette base est une base qui est orthonormée directe, donc qu'est-ce qu'on a dans l'orthonormée pour une base orthonormée? Donc E vectoriel est égal à 0, G vectoriel G est égal à 0 et K vectoriel K est égal à 0. Alors E vectoriel G est égal à K qui est égal à moins G vectoriel K, vectoriel E et ainsi de suite. Donc G vectoriel K est égal à E qui est égal à moins l'anti, bien sûr, commutativité est égal à moins K vectoriel G et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on va trouver comme produit vectoriel entre V1 et V2 est égal à cette expression-ci. Bien sûr, c'est très simple à retrouver si j'utilise bien sûr le cas si je considère bien sûr une base qui est orthonormée directe en utilisant ces propriétés bien sûr de l'orthonormée. D'accord, dans une base orthonormée. Donc, comment je peux écrire cette expression analytique? Donc, je peux l'écrire autrement, sous forme matricielle. Donc, pratiquement, on peut calculer analytiquement le produit vectoriel. Donc, V1 vectoriel V2, je peux l'écrire sous cette forme comme déterminant de I1. Donc, la base, c'est les vecteurs unitaires de la base. La première ligne, c'est la deuxième ligne, c'est les coordonnées de V1 et la troisième ligne, c'est les coordonnées de V2. Donc, je peux facilement trouver cette expression, les composants selon I, selon J et selon K, bien sûr, en développant, bien sûr, selon cette première ligne. Voilà. Et notons bien que les deux vecteurs doivent être exprimés dans la même base. Bien sûr, il faut exprimer V1 et V2 dans la même base, par exemple ici, IJK. IJK, le modèle des vecteurs est donné par l'expression suivante. S'il suffit d'enlever ça en modèle, c'est-à-dire je calcule le produit scalaire de W scalaire, W bien sûr, je trouve cette expression-ci qui est très simple à retrouver. Donc maintenant, taper les applications du calcul vectoriel, ou bien plus précisément le produit vectoriel, le calcul de la surface d'un triangle ABC, comme nous avons noté, on a vu que AB vectoriel c'est l'aire des parallélogrammes construit à partir des vecteurs AB et AC. Donc l'aire du triangle ABC qui est égal à la moitié du parallélogramme, c'est la surface d'un triangle ABC est égal à AB, vectoriel BC, et bien sûr divisé par 2 c'est la surface du triangle ABC. Et maintenant quelques applications. Parmi les applications, il nous permet, bien sûr, le calcul vectoriel nous permet de déterminer la distance entre un point des plans par rapport à un axe delta. Donc, dans un plan O et G, le calcul de la distance d'un point M de XY à une droite delta qui passe par un point P de coordonnées x0, y0 et portant le vecteur U AB de coordonnées AB comme vecteur unitaire. Donc, OP est égal à x0 i plus y0g et u qui est égal à, bien sûr, a u plus bg. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche bien sûr la distance d entre le point M et l'axe delta. Premièrement, calculons MB. MP vectoriel I. MP vectoriel E, donc est égal à directement le modèle de MP fois le modèle de U qui est égal à A au carré plus B au carré fois sinus entre MP et qui est bien sûr sinus de alpha, Donc MP fois sinus de alpha est égal à directement la distance D. MP fois sinus de alpha est égal à la distance D. Donc, cette expression est égale à D fois racine carrée de A au carré plus B au carré. Autrement, en utilisant l'expression analytique, MP vectoriel est égal à, selon EG dans la base EGK,
Voilà les coordonnées, bien sûr, de MP, c'est x0 moins x. Donc, c'est x0 moins x, y0 moins y, et bien c'est 0 moins 0. Alors, le vecteur de U, c'est 0, c'est A, B, 0. Donc, je développe, je trouve cette expression qui est x0 moins x. Je développe seulement une, c'est x0 moins x fois b, moins y0 moins y fois a selon, bien sûr, k. Voilà, je développe selon cette ligne-ci. Voilà. Maintenant, le modèle de cette expression-ci est égal directement la valeur absolue de x0 moins x fois b moins y0 moins y fois a, qui est égal à, bien sûr, le module de MP est égal à d fois racine carrée de a au carré plus b au carré, à partir de laquelle je peux déterminer, bien sûr, la distance entre le point M et l'axe delta. Donc, d est égal à la valeur absolue de x0 moins x fois b moins y0 moins y fois a divisé par racine carrée de a au carré plus b au carré. Maintenant, le produit mixte de trois vecteurs. Le produit mixte de trois vecteurs V1, V2 et V3 est la quantité scalaire définie comme suit. Donc, le produit mixte V1, V2, V3, notez comme ça, est égal à V1 scalaire, V2 vectoriel, V3. Voilà. Donc, il est très simple à calculer. Il suffit bien sûr de calculer le produit vectoriel et on va multiplier bien sûr par V1. Calculons premièrement le produit vectoriel V2 vectoriel V3. En utilisant l'expression analytique, on trouve cette expression ci de V2 V3. C'est très simple à retrouver chez vous. Maintenant, qu'est-ce qu'on calcule? En effectuant le produit scalaire avec V1, on trouve V1 scalaire V2 vectoriel V3 qui est égal à cette expression fois ou bien le produit scalaire de cette expression-ci qu'on a déjà trouvé. D'accord? Donc, on peut écrire le produit mixte sous cette forme matricielle ou bien sous forme d'un déterminant qui est simple à calculer. Donc, V1 scalaire V2 vectoriel V3 est égal à, bien sûr, les composantes. J'ai mis les composantes soit sous forme de ligne ou bien sous forme de colonne. Donc, la première, V1, V2, V3 et je développe bien sûr le calcul. La démarche analogue à celle des produits vectoriels en plaçant sur la première ligne les composantes de V1 au lieu de I1, G1, K1. C'est le même que nous avons déjà fait dans le cas de produit vectoriel entre deux vecteurs. Seulement, j'interchange bien sûr les vecteurs unitaires de la base par le vecteur du produit scalaire de V1. Parmi les propriétés du produit mixte, bien sûr, ce qu'on appelle la permutation circulaire, c'est-à-dire V1, V2, V3 est égal à V1 scalaire V2 fois, ou bien produit vectoriel de V3 est égal à V2 scalaire V3 V1 est égal à V3 scalaire V1 vectoriel V2. C'est la permutation, qu'on appelle la permutation circulaire. Mais attention, si j'ai fait une seule permutation, on ajoute un signe moins. Donc, V1, V2, V3 est égal à moins un seul interchangement. Je interchange V1 avec V2, donc c'est égal à moins V2, V1, V3. Si je fais deux changements, j'interchange V3 avec V1, donc V2, V3 et V1. Je trouve que j'ajoute un autre signe moins et pour enlever. Donc, on retrouve la même expression. Si j'ai fait deux permutations, le produit mixte ne change pas, mais j'ai fait une seule permutation. Le produit mixte, bien sûr, on va multiplier par un signe moins. Et bien sûr, comme nous avons traité ici, le produit mixte admis parmi les propriétés du produit mixte, c'est ce qu'on appelle la permutation circulaire. Produit mixte de trois vecteurs. Le produit mixte de trois vecteurs V1, V3 est égal à, bien sûr, au volume des parallélépipèdes formés par les vecteurs V1, V2, V3. Donc voilà, V1, V2, V3. Donc si je calcule le produit mixte, je trouve qu'il est égal au volume de ce parallélépipède.
utilisé pour calculer, bien sûr, donc parmi les propriétés, l'utilité de calcul de produits mixtes, c'est utilisable pour calculer, bien sûr, les volumes et bien sûr les distances entre les plans et un point, bien sûr, de l'espace. Double produit mixte, le double produit mixte entre 3 vecteurs V1 vectoriel V3 V2 V3 est égal à V1 vectoriel V2 V3 V1 scalaire V3 fois V2 moins V1 scalaire V2 fois V3, bien sûr, simple aussi à vérifier. Il suffit de calculer, bien sûr, V1 vectoriel V3 et faire le produit vectoriel avec V1. Donc, analytiquement, V1, V2 et V3, et bien sûr, soit D est égal à cette expression-ci. Donc, il suffit de calculer V2 vectoriel V3. Et par la suite, j'ai effectué, bien sûr, le calcul entre V1 vectoriel V2 vectoriel V3. Parmi aussi les propriétés, ou bien comment les étapes pour calculer ce produit vectoriel, on ajoute et on retranche quelques termes tels que ici Z1, Z2, Z3 sur K, Y1, Y2 sur G et X1, X2, Y3 et X3 sur I. Donc, il vient de retrouver l'expression de D, ou bien l'expression de double produit vectoriel. Donc, on va retrouver, bien sûr, l'expression notée précédemment qui est V1 vectoriel V2 vectoriel V3 est égal à V1 scalaire V3 fois V2 moins V1 scalaire V2 V3. Maintenant, passons au moment d'un vecteur par rapport à un point de l'espace. Donc, le moment d'un vecteur par rapport à un point d'espace, c'est très simple, comme vous avez déjà vu. Le moment d'un vecteur par rapport à un point de l'espace est le vecteur libre défini par. Donc, le moment de A, B par rapport à O est égal à OA vectoriel AB. Ou bien le moment d'une force, bien sûr, de point d'application A, le moment de la force F par rapport à O est égal à OA vectoriel F. Ce sont les définitions. Et le modèle de ce moment, le modèle de moment est égal à 2 fois l'aire de triangle OA, l'aire de triangle OAB. Le AB. Voilà. Donc, autre définition, le moment d'un vecteur par rapport à un axe est égal à la projection des moments de ce vecteur par rapport à un point quelconque de cet axe. C'est très simple, il suffit de faire le produit vectoriel. Maintenant, définition 2, le moment d'un vecteur A à B par rapport à un axe d'origine O et pour vecteur unitaire U est égal au produit mixte U OA AB. Et il s'écrit aussi le moment de AB par rapport à delta est égal au moment de AB scalaire I. Donc, c'est égal à U fois OA fois le moment par rapport à O. Donc, c'est U scalaire OA vectoriel AB. C'est très simple à retenir ces expressions-ci et de la maîtriser. Voilà, maintenant quelques remarques. Le point E peut être un point quelconque appartenant à l'axe delta. Le point NLCO se trouve sur AB ou bien sur si AB et delta sont concurrentes ou bien parallèles. On va voir ça par la suite dans le chapitre moment des forces. Alors maintenant, le moment d'un vecteur par rapport à un point est un vecteur, alors que son moment par rapport à un axe est un scalaire. Ok, merci.